Bonjour et bienvenue dans Symbiose, le podcast avec un S. Vous avez lancé la partie 2 de mon interview avec Chloé et Mathieu, les cofondateurs de Swim for Change. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, vous la trouverez juste avant cet épisode dans votre application d'écoute de podcast. Sinon, on va continuer à découvrir ce couple incroyable et je vous souhaite une très bonne écoute. Qu'il y a besoin des différents types de personnalités sur Terre pour que ça fonctionne et que il faut des gens qui soient très audacieux, qui aillent très vite, etc. Mais il faut aussi des gens très structurés, qui font que ça avance. Il faut des gens rationnels, des gens irrationnels. Il faut un mix de tout. Est-ce que toi, en vivant et en travaillant avec Mathieu, t'as appris des choses sur toi ? Ah oui, ça c'est sûr. Mathieu, il a dit au début, il a une personnalité d'être très fort dans l'improvisation, très fort dans quand il faut sortir quelque chose en quelques heures. Et je trouve qu'il y a un peu même cette audace derrière. Et moi, j'ai beaucoup plus besoin d'avoir anticipé, préparé. J'ai un peu du mal avec l'imprévu. Et donc en fait, d'avoir travaillé ensemble 100% du temps pendant 2 ans, j'ai réalisé à quel point j'ai grandi sur ce côté improvisation. Trop bien. Notre soirée de départ, donc quand le bateau est parti de Marseille en septembre 2025, c'est Mathieu qui était en charge de préparer la présentation, qui allait durer 1h30 devant 150 personnes. Les partenaires, la famille, les amis, tout le monde était là. Je n'avais pas vu les slides, parce que Mathieu l'avait bien sûr préparé un peu dernière minute. Elles étaient prêtes 3 minutes avant le début de la présentation. Je n'avais pas vu les slides de cette présentation. Donc je vais parler pendant 1h30 et je n'avais pas vu les slides. Et pour moi, donc, énorme. Énorme. C'est un vrai talent de parler sur des slides qu'on n'a pas vus. Challenge. Après, bien sûr, c'était mon projet. C'était notre projet. Je savais ce que j'allais raconter. Mais bon, j'avais vraiment zéro anticipation. Et Mathieu me dit 3 minutes avant, est-ce que tu veux voir les slides ? Et là, je lui dis, tu sais quoi ? Même pas. Parce qu'en fait, je pense que de les voir, ça va me mettre plus de pression. Donc, j'ai même pas envie de les voir. C'est pas grave, je vais improviser. Et ça s'est très bien passé. Ça a été exceptionnel. On a même eu des retours où les gens nous ont dit ça doit faire 6 mois que vous travaillez dessus. Incroyable. Je me suis dit waouh, d'avoir travaillé avec lui pendant 2 ans. En tout cas, maintenant, je pense que je peux mettre savoir improviser dans mon CV. Ce qui est chouette parce que c'est une compétence. Si t'aimes bien prévoir à l'avance et qu'après tu sais en plus improviser, alors là, tu décroches le monde, là, tu décroches les étoiles, tu peux tout faire. Exactement. Donc, je te remercie pour ça. Et à l'inverse, est-ce que toi, il y a des choses que t'as appris ou que t'as développées ? Ouais, il y a plein de choses, mais il y en a une que j'aimerais partager, c'est quand même la capacité à prendre soin des autres. Que ce soit sur les bénévoles, que ce soit sur l'équipe, que ce soit... Chloé, elle a toujours cette petite pensée de qu'est-ce que l'autre pense et de quoi est-ce qu'elle a besoin en fait. Et que ce soit un bénévole, donc par exemple, on faisait un appel toutes les semaines avec les bénévoles qui nous aidaient juste pour leur tenir au courant de ce qu'on faisait, leur raconter des petites anecdotes et tout. Et c'est vrai que moi j'ai très peu de temps, comme Chloé et tout, et je me dis si c'est avec les bénévoles, c'est plutôt pour bosser, pour avancer sur des sujets et on prendra le temps de se voir et tout à d'autres moments. Et Chloé, elle a fait ça, et puis derrière ça s'est transformé en amitié en fait avec beaucoup des bénévoles, et je trouve qu'elle a cette capacité à fédérer que ce soit ses amis autour d'elle, à nourrir le lien qui derrière apporte énormément émotionnellement comme soutien, comme bienfait, et je trouve qu'elle m'a montré l'importance de l'amitié et l'importance de prendre soin des autres. T'arrives à le faire un peu du coup de ton côté ou à le faire plus qu'avant ? Ouais. J'apprends. Okay. Je vois bien aussi. Je vais rester avec toi. Du coup, tu viens de parler d'une qualité de Chloé que t'apprécies particulièrement. Est-ce que tu pourrais dire, selon toi, la plus grande qualité ou les qualités les plus fortes de Chloé pour toi ? Je pense que c'est un peu ça. Hein. C'est vraiment... je le vois probablement avec moi aussi. C'est le fait de toujours penser à l'autre. Le corollaire de ça, c'est aussi que du coup, parfois on s'oublie un peu. Mais c'est une vraie force dans laquelle, à l'inverse, moi, j'apprends beaucoup. Et si je tourne vers toi et que je te demande la plus grande qualité de Mathieu, ça serait quoi ? Moi, je pense que c'est l'audace. Et c'est assez incroyable de voir que pour lui, il n'y a pas de limite. Et je trouve que moi, j'ai beaucoup appris. Parce que Mathieu, souvent, il me dit c'est pas grave, on envoie un mail, on contacte le ministère, on contacte vraiment des gens qui sont. T'envoies des messages sur LinkedIn des fois à des gens où je me dis, mais jamais j'oserais envoyer un message LinkedIn à cette personne. Et cette audace, en fait, ça nous a permis de créer un projet comme ça, de débloquer des partenariats, débloquer des choses incroyables. Et je pense qu'on réussit à faire tout ça aussi grâce à cette audace.
j'ai envie de vous demander, c'est assez cohérent pour moi de poser cette question-là maintenant. C'est quoi les projets que vous avez pour la suite ? En fait, ce projet-là, la mission Océan à l'école, il dure 2 ans. Sur ces 2 ans, il n'y a que 3 mois de défi à la nage. Et tout le reste, c'est autour de la mission Océan à l'école. Okay. Et c'est important parce que on met souvent que l'accent sur l'aspect physique et tout ça. Mais en fait, pour nous, ça, c'est une partie importante, mais une partie infime de tout le reste. Et du coup, on rentre en se disant, la mission Océan à l'école, il faut qu'on aille au bout de cette mission. Et il y a 2 façons d'aller au bout. Aller à la rencontre de son public. Et Chloé pourra en dire un mot dessus. Et derrière, c'est de passer d'une aventure éphémère qui a suscité un engouement énorme auprès des enseignants et des élèves à quelque chose de plus périn dans les programmes scolaires. Trop bien. Donc là, une de nos missions, c'est de faire du plaidoyer, en fait. Donc il y a une semaine, on était au cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Donc grâce à l'audace de Mathieu, on a décroché un rendez-vous avec le ministre de l'Éducation nationale. Voilà, pour essayer de proposer une suite en fait plus concrète pour les enseignants et ça ce serait en fait la plus grande fierté et on se l'est dit depuis le début. Tu préfères avoir traversé l'Atlantique à la nage ou avoir contribué à changer et faire évoluer le programme scolaire. Donc ça c'est l'objectif et c'est important parce que c'est vrai que même nous mentalement on veut tout de suite se relancer dans un défi physique. C'est aussi un des biais cognitifs du cerveau une fois que quelque chose est fini de toujours vouloir se relancer, mais en fait on a pour nous pour l'instant cet objectif qui est vraiment la destination depuis le début d'ailleurs. Oui, de modifier les programmes scolaires. En vrai, moi quand je suis parent, je trouve ça incroyable de me dire oh là là, tous les gens qui vont passer après nous, si vous arrivez à faire ça, ils vont avoir cette sensibilisation sur les milieux marins, les milieux fluviaux, sur l'importance de l'eau, même si on en parle, je pense qu'on en parle plus que quand moi j'étais petite, mais pour autant on n'en parle pas non plus à l'école. J'ai l'impression qu'on en parle plus à côté. Donc, après, ça dépend, mais on pourra en reparler. Et Chloé fait une tournée. Moi, je deviens presque intermittente du spectacle. Et VRP. Et en fait, on a la chance d'avoir plein de classes qui nous ont suivis. Et ce que je trouvais beau, c'est d'aller à la rencontre de ces élèves-là qui ont passé beaucoup de temps cette année, qui ont fait vraiment du super travail. Ils nous envoient, en fait, les profs nous envoient les copies des élèves. Et donc, on voit un peu tout ce travail derrière. Et je me suis dit, un beau cadeau, malheureusement pour pas tous les élèves, mais pour un maximum, ce serait d'aller les rencontrer, d'aller les voir dans leur classe. Et donc, j'ai commencé un petit tour de France, des école et d'aller rencontrer ces élèves-là. Et c'est assez incroyable parce que même moi, je prends conscience de déjà des enfants qui sont en CE2, CM1, CM2. Déjà, ils ont la capacité de comprendre tous les enjeux sur l'océan, que ce soit le réchauffement climatique. Moi, dans chaque classe, j'ai toujours quelques élèves qui arrivent parfaitement à m'expliquer qu'est-ce que c'est le réchauffement climatique et pourtant, ils sont pas si grands. Et aussi, surtout, de leur montrer qu'ils peuvent mettre en place des solutions. Et c'est ça vraiment le plus important, c'est de passer après tout ça, après ce qu'ils ont appris sur tous les enjeux, de leur dire mais en fait, vous, à votre échelle, maintenant, vous pouvez agir. Il y a plein de choses que vous pouvez faire dans vos quotidiens. On peut apporter des solutions ensemble. Et ça, je trouve que ça va être quelque chose qui va leur marquer à vie. Et j'espère, en tout cas, planter cette petite graine, d'avoir un peu de les toucher par l'émotion, parce qu'on raconte l'aventure, les animaux qu'on a rencontrés, tout ça. Utiliser l'émotion pour venir planter une petite graine qui va faire que plus tard, et déjà maintenant, mais aussi plus tard, ce sera des adultes aussi plus responsables. Oui, et puis ce sera comme tu le disais, un enfant touche cet adulte, ça devient... c'est parfois beaucoup plus fort quand ça vient d'un enfant et que ton enfant te reprend parfois sur certains comportements que tu peux avoir. Et j'ai envie de citer une scène qu'on a vécue il y a pas longtemps. Je sais pas si vous connaissez ça. On était à Ville-d'Avray chez des amis et le petit garçon qui est en CP venait d'avoir des œufs en chocolat qu'il avait reçus chez le coiffeur et il a jeté le papier de l'œuf par terre. Et quand sa mère a appris ça, sa première réaction, ça a été « Oh, mais est-ce que tu as vu ce qu'il y avait écrit sur la plaque d'égout ?» Et j'ai trouvé que ça, je sais pas si vous savez, mais du coup, il y a des plaques d'égout, il y a écrit « Ici commence la mer ». Ici commence la mer. Voilà. Et je me suis dit, c'est génial d'avoir une sensibilisation qui passe aussi par ce genre d'objet urbain, de dire « Ici commence la mer », c'est quelque chose... Même moi, j'y pense pas, je me dis pas « Ah tiens, si jamais je jette une peau de banane, alors je ne le fais pas, mais si jamais je jette un truc dans la rue, ça va partir dans la mer. » Alors qu'en fait, quand on réfléchit, on dit « Bah si, en fait, le circuit logique, c'est les eaux pluviales et ensuite ça part dans les fleuves et ensuite ça finit dans la mer. » Donc le fait d'écrire sur les plaques d'égout « Ici commence la mer », j'ai aussi trouvé que c'était un truc qui marchait pas trop mal. Mais c'est ce qu'on a fait parce qu'en 2021, on a organisé donc à Paris le record du monde de collecte de mégots. Et là, on a à Paris collecté en 3 heures 850 000 mégots. Et donc le fait de voir... Vous les avez collectés dans l'eau ou dans la rue ? Non, sur Terre. Ok. Dans tout Paris, avec 1000 bénévoles. Et le fait de montrer ça, c'est-à-dire que d'un coup, on se retrouve avec 2 tours de 2 mètres de haut, d'1 mètre de large, remplis de mégots.
et ben on passe d'un petit objet dont on se rend même pas compte à un impact énorme. Et c'était pour ça qu'on a voulu nager de Paris, de la ville, jusqu'à la mer, pour montrer que ces mégots, si on les avait pas ramassés, ils auraient fini dans la mer. Ouais. Donc c'est un peu dans la même idée, et ça a été repris vachement par les médias, etc., mais de rendre visuel une pollution Qui paraît infime, qui est ouais. inconsciente Ouais, aujourd'hui. Est-ce que vous auriez... Alors, vous avez parlé de la thérapie de couple et je le garde comme un bon conseil. Est-ce que vous auriez d'autres conseils à donner sur des couples qui travaillent ensemble ou des couples qui fonctionnent ensemble, qui ont des projets ensemble à construire? Je pense même, je vais donner un exemple très personnel, mais avec mon mari, on a travaillé ensemble et je trouve que ça nous a vachement préparé aussi à l'arrivée d'un enfant parce qu'en fait, au final... Élever un enfant ensemble, c'est aussi un projet. C'est un projet. Donc, et voilà, j'ai ma question. Je pense qu'elle s'applique à peu près à tous les types de couples, mais ce serait quoi vos conseils, les conseils que vous donneriez, vous? Pas simple comme question. Moi, je pense que, après, c'est très particulier pour nous, mais c'est vrai que Mathieu, au début, a dit qu'on est très exigeants, chacun de notre côté, et aussi l'un envers l'autre. Et moi, je pense que quelque chose qui nous a beaucoup fait grandir dans ces dernières années, c'est aussi d'avoir un peu d'indulgence pour l'autre et de se dire qu'en fait, je trouve que dans des binômes, dans des couples aujourd'hui, on attend énormément de l'autre. On veut qu'il soit notre meilleur ami, notre meilleur partenaire de travail, notre meilleur coloc. On attend un peu la perfection et l'excellence de l'autre. Et en fait, moi, de me dire, en fait, je suis pas parfaite, Mathieu non plus, c'est ok, on fait des erreurs. Et en fait, ça nous permet de traverser des épisodes qui sont pas simples. Le jour où on a cassé la barre sur le bateau, donc c'était une journée où on était très fatigués, beaucoup d'émotions, c'était pas simple. Et en fait, le lendemain, Mathieu a fait une erreur, moi aussi, enfin bref, je sais pas, même pas si c'était une erreur, mais on a arrêté le GPS. On avait un GPS qui nous traquait tous les jours, et en fait on l'a arrêté parce qu'on avait besoin de temps avant de pouvoir l'annoncer à tout le monde. On voulait d'abord l'annoncer à nos partenaires, après l'annoncer sur les réseaux et autres. Donc Mathieu a juste arrêté ce GPS pour pas que les gens, parce qu'en fait ils allaient voir que c'était bizarre, qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Et moi j'ai réagi avec mais t'imagines, mon père il va être hyper stressé parce qu'il regarde le GPS tous les jours, tout ça. Donc bien sûr il y a eu un moment, on s'est un peu engueulé, il y a un moment de tension, et en fait après on a juste un moment où on s'est dit ok, en fait je ne suis pas parfaite, là moi aussi je suis fatiguée, voilà, personne a bien réagi dans cette situation, c'est ok, on prend le temps d'en discuter après, on repasse sur la situation, on réalise que voilà, c'est la fatigue, c'est la tension, c'est plein de choses, c'est pas grave, et on accepte que voilà, on peut chacun faire des petites erreurs et c'est pas grave, on passe à autre chose. Et je trouve que ce côté-là, en fait, ça nous a permis de traverser un peu tous ces épisodes parce qu'ils sont inévitables. On va bien sûr avoir des moments de tension, des moments où on n'est pas d'accord, et de pouvoir un peu les dépasser, et sans vraiment de communiquer dessus, de pas se dire ok, on les met un peu sous le tapis et on n'en parle pas. Non, on en parle, on s'est mis dans la cabine, on en a parlé, on s'est chacun excusé, on a chacun expliqué nos sentiments, nos besoins, et on est passé à autre chose. Ouais, moi j'y rajouterais qu'il y a des façons très différentes d'être en couple. Et on a des bons exemples avec nos grands-parents qui sont restés toute leur vie en couple et tout. Mais de mon expérience personnelle, le fait de passer du temps pour vouloir nourrir la relation, je trouve que c'est très précieux. Et je sais qu'en entreprise, on passe du temps pour se former. Dans la vie, on passe du temps à se former. Quand on fait du sport, si on veut évoluer, on se forme. Et dans le couple, on s'attend à ce que tout se passe naturellement, juste en passant du temps ensemble. On se dit, non, mais on va faire une marche, on va faire un dîner et tout. Ouais, mais à quel moment est-ce qu'on va vraiment se poser des vraies questions sur comment fonctionne l'autre et faire ce pas empathique pour se dire, ok, j'essaie de vraiment comprendre comment l'autre fonctionne. Et il y a plein de schémas qui existent. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que pour grandir dans la vie, je trouve, ou en maturité, ou pour évoluer, on peut rencontrer plein de gens où on peut aussi affiner vraiment comment une autre personne fonctionne. Et ça me permet de mieux comprendre comment juste Chloé fonctionne. Ça me permet de me décentrer vachement de moi et me dire ah ouais, mais en fait il y a plein de gens qui fonctionnent différemment, et je peux pas les juger sur la façon dont ils fonctionnent. Je peux juste comprendre que c'est différent, qu'il y a besoin des différents types de personnalités sur Terre pour que ça fonctionne. Et que il faut des gens qui soient très audacieux, qui aillent très vite, etc. Mais il faut aussi des gens très structurés, qui font que ça avance. Il faut des gens rationnels, des gens irrationnels. Il faut un mix de tout. Et ça m'a permis de beaucoup plus accepter le monde et la société dans lequel on est. Et je sais qu'on a fait ce travail notamment autour de l'énéagramme. C'est des trucs avec les numéros, c'est ça? Les 9 types de personnalités. Et il y a un livre de Laurent Gounel qui est très bien là-dessus, qui décrit une personne qui vit une même situation dans les 9 types de personnalités. Et je trouvais ça très chouette de dire, en fait, la société a besoin de tout ça. Et le fait de passer du temps à travailler sur cet énéagramme avec Chloé, moi, ça m'a permis vraiment de mieux comprendre le monde. Donc, si j'ai un conseil, c'est plus que c'est l'opportunité d'explorer, non pas physiquement, non pas d'aller traverser un truc et tout, mais juste d'aller plus en profondeur sur soi, sa perception du monde et à la rencontre son de l'autre. Acceptation. Ouais, ok.
Ce que Mathieu vient de dire, j'ai envie de m'y arrêter et de le souligner. Dans la vie, on se forme pour presque tout, pour le travail, pour apprendre une langue, pour progresser dans ce qui est important pour nous. Mais quand il s'agit du couple, on pense vraiment qu'il suffit de passer du temps ensemble et de bonne volonté et que le reste se suivra. Et ce n'est pas ce que Chloé et Mathieu ont fait. Ils ont cherché, ils ont interviewé d'autres couples, ils ont fait une thérapie de couple, ils ont fait une formation à la communication non violente. Ils ont traité leur relation en fait comme quelque chose qui mérite qu'on y investisse vraiment du temps, pas seulement quand ça va mal, mais vraiment en prévention avec curiosité. Et c'est quelque chose que j'ai envie de souligner, vraiment, beaucoup. Je pense que c'est essentiel. Merci pour ces retours, ces super conseils. On va arriver à la question bonus. Je vais dire quelque chose qui n'est absolument pas risqué et dire que l'invité qu'on a aujourd'hui, c'est pour toujours mon invité préféré de ce podcast. Alors, déjà, bonjour. Je m'appelle Julia, j'ai 10 ans et je suis la fille de Amandine. Alors, on a dit qu'il y avait une question bonus, mais en vrai, j'en ai plutôt 2. Pas de souci. Avez-vous déjà vu des symbioses entre animaux marins ? Bonne question. Est-ce que tu as envie de commencer ? Il y a une symbiose assez exceptionnelle, en fait, mais qui a été aussi une source de peur pour moi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on a traversé l'Atlantique, on a cartographié les espèces marines qu'on allait pouvoir rencontrer, et notamment les types de requins, en se disant quel requin est dangereux, quel requin est moins dangereux, parce qu'on est dans un océan, et c'est comme dans le désert, si tu mets un lion dans le désert, il va manger le premier truc sur lequel il tombe, quoi. Il va pas se poser de questions. Donc ça, c'est les requins pélagiques, parce que c'est un peu pareil. Et le requin Longimanus, que tu peux reconnaître parce qu'il a une dorsale très arrondie et un peu blanche, est souvent accompagné de toute une bande de poissons qui est zébrée dans sa couleur. Et donc la symbiose entre ces animaux, c'est qu'il y en a un qui chasse et l'autre est les petits poissons qui nettoient pour que sa peau elle soit absolument impeccable, pour qu'il soit très fluide et qu'il puisse chasser de façon bien. Et au bout de 3 jours de nage, un de ces poissons nous a suivis pendant 2 heures, et au début moi je le trouvais super sympa, je l'ai appelé Marty, j'étais là, c'est l'éclate, trop bien et tout. Puis petit à petit dans ma tête je me suis dit, mais en fait Marty, est-ce qu'il n'est pas en train de dire à son pote Longimanus, mais viens voir ici, il y a un énorme morceau de beefsteak qui t'attend, je l'ai repéré, je le retiens, il est là, coucou. Et donc là, moi, je commençais à flipper. Et donc, forcément, je dis rien à Chloé. Chloé nage, elle a pareil, elle a Marty qui vient le voir et tout, et elle sort de l'eau en me disant, mais tiens, dis donc, il ressemble vachement au poisson du Longimanus. Mais moi, je pense qu'il pensait qu'on était un Longimanus. Avec notre combi, tout ça, moi je pense que Marty, c'était un Marty qui avait peut-être un peu du mal, qui était peut-être pas très fort à l'école, et qui avait pas trop compris que Mathieu et Chloé, c'était pas des requins Longimanus, c'était des humains. Mais je pense qu'ils nous confondaient parce qu'ils nous suivaient comme si on était un Longimanus en fait. C'était assez marrant, j'avais l'impression d'être entourée, d'avoir un peu mon garde du corps. Et comme deuxième question, on a déjà un peu eu la réponse, mais je vais voir si... Quel est le lien entre les exploits sportifs et la sensibilisation des milieux marins ? Parce qu'on peut se demander, mais il n'y a pas trop de lien, en vrai, c'est un peu étrange, donc... Il y a 2 choses et c'est pour ça qu'on accroche toujours à une aventure à un projet pédagogique. La première, c'est parce que ça permet de mobiliser énormément de monde. Donc s'il y a 100 000 enfants qui sont inscrits à ce kit pédagogique, c'est parce qu'ils ont entendu parler de la traversée de l'Atlantique à la nage, qu'elle a été médiatisée, que les gens, en fait, malheureusement... Et heureusement, mais les médias, ils aiment bien parler des gros trucs, des trucs spectaculaires et autres. Et donc, en fait, c'est un peu notre manière de s'assurer qu'ils vont parler d'un gros truc. Et comme ça, il y a plein de profs qui vont en entendre parler, qui vont vouloir s'inscrire. Et la deuxième chose, c'est que c'est aussi un peu une carotte. C'est un peu comme la carotte devant l'âne pour que l'âne, il avance et qu'il marche. Nous, c'est aussi un peu la carotte pour les enfants qu'ils apprennent chaque semaine. C'est, en fait, ils vont apprendre, ils vont suivre l'aventure surtout. Ils vont apprendre sur l'océan, mais ils vont avoir des news de Mathieu et Chloé, ils vont avoir des photos et c'est un peu leur carotte à eux pour avancer et continuer à faire ce travail chaque semaine parce qu'ils savent que s'ils le font chaque semaine, ils auront des informations sur l'aventure et ils pourront suivre l'aventure. Et il y a peut-être une troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une génération où on passe 90% de notre temps en intérieur. Ouais. On passe en moyenne pour les jeunes 4h11 par jour sur un téléphone ou devant les écrans.
Et alors peut-être pas toi, mais du coup, nous, ce temps-là, ce même temps-là, ces 4h11, on les passe dans l'océan en fait. Et le fait de passer du temps face à la nature, déjà, moi, ça a complètement déconstruit mon rapport à la nature parce que c'est un élément sauvage dans lequel je suis toléré en tant que nageur, mais je suis pas du tout dans ma zone de confort en fait. Ouais. Et donc, si un marlin vient, si un poisson qui vient, moi, je flippe assez vite, mais ça me recentre aussi sur ma place d'homme sur Terre. Je suis qu'une espèce parmi d'autres. Et c'est un aspect, on va dire, plus philosophique qui est pour nous pas tant l'exploit de dire ils ont réussi à traverser l'Atlantique, qu'ils passent du temps tous les jours dans la nature, au contact des animaux et de la mer, de la vie. En fait, ils sont quelque part là où, en tant qu'espèce humaine, on devrait être et être capable de transmettre ça aux jeunes en disant la vie, c'est aussi ça. Et c'est même surtout ça. C'était quelque chose qu'on trouve très beau et profond. Et pour finir aussi, c'est surtout pour émerveiller. Et on sait qu'après, plus tard, on a envie de protéger ce qu'on aime. Et donc, si d'abord on aime l'océan, qu'on est émerveillé, qu'on adore voir les poissons, plus tard on aura envie de le protéger. J'ai vu que tu étais très d'accord quand j'ai parlé du fait qu'on n'était pas parfait et que... Oui. Ouais. Oui, vachement. Pourquoi ça t'a parlé à ce moment-là ? Parce qu'en fait, dans la maison, souvent on veut tous être parfait, mais on dit à chaque fois on n'est pas parfait, on n'est pas parfait. Non, t'inquiète, c'est pas grave, on n'est pas parfait, on est tous comme ça. Mais on veut quand même être parfait. Est-ce que moi je peux te poser une question, Julia ? Oui, vas-y. C'est quoi ton rapport à la nature, aux animaux ? Il pose des questions pas simples. Ouais. C'est un peu compliqué, vraiment. Qu'est-ce que toi tu ressens quand tu passes du temps dans la nature ? J'adore ça. Déjà, première chose, j'adore ça. J'aime bien être entourée de tous les trucs naturels parce que j'aime bien, en fait. Tu te sens comment ? C'est de là où on vient, c'est calme, même si parfois ça fait un peu peur. Parce qu'en vrai, on est tous des êtres vivants, quoi. On vient tous de la même base. Alors, si on regarde depuis le tout début, c'est un peu nos cousins ou nos frères. C'est pas ? Ce que je trouve très beau, c'est qu'en introduction, tu as dit peut-être qu'on partage pas grand-chose entre le moment, oui, sur la partie sportive, mais en fait, le témoignage de Julia, il montre qu'on partage exactement la même chose, qu'on vit exactement la même chose, et que c'est pas tant le sport qui compte que le fait de se sentir bien dans la nature. Moi, je voudrais juste dire 2 choses, si tu m'y autorises, Julia, et on pourra le couper au montage si tu n'es pas d'accord. Par rapport au rapport de Julia à la nature, elle l'a pas dit quand elle s'est présentée, mais elle est passionnée de biologie marine. Et le seul livre de non-fiction et de non-BD d'ailleurs qu'elle a lu pour l'instant entièrement dans sa vie, qu'elle a lu, relu, poncé, c'est un livre, je vais te laisser dire le titre parce que je sais même pas le titre, mais toi tu dois le connaître par cœur. Ça s'appelle Les génies des mers. Wow. Et j'adore ce livre, j'ai découvert beaucoup d'espèces, quelques espèces, mais très incroyables. Et avec mon copain, on va même faire un exposé sur 2 de ces espèces. Génial. C'est le xénophore et le phalarope. Waouh. Alors, le xénophore, c'est le 2e être vivant qui collectionne le plus de coquillages avec l'humain. Trop drôle. C'est lui-même un coquillage, en fait. Incroyable. Un coquillage qui collectionne des coquillages. Et même parfois du corail, des petites pierres. Et c'est comme les humains, ils ont un choix bien précis. Ils veulent une catégorie spéciale. C'est trop drôle. C'est énorme. Et après, le phalarope, c'est un oiseau qui pêche du plancton. Donc c'est très 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 petit. Ils tournent sur eux-mêmes pour faire monter le plancton. Après ils les picorent. Mais après il faut le faire remonter jusque dans le cou. Et donc là il la mâche comme un chewing-gum. Ça aplatit la goutte. Ça ouvre la goutte. Aplatit. Ouvre. Aplatit. Et après ça tombe dans le cou. Et il mange comme ça. Et c'est très impressionnant je trouve. Et je suis vraiment contente d'avoir lu ce livre. Merci maman de m'avoir offert ce livre. Parce que je l'ai adoré. Pour la recommandation culturelle de l'épisode d'aujourd'hui, vous l'avez compris, pas besoin de chercher très loin. On va aller dans des livres autour de la vie marine, adaptés aux enfants. Donc il y a Les génies des mers de Bill François. Et je vous recommande aussi Mémoire d'un cétacé par Anne Defréville et Dans les filets de Bernard Serret et Pascal Bach, avec des aquarelles de Jean-François Dejoignet. Si vos enfants sont aussi passionnés de biologie marine, oui, c'est possible, eh bien, ce sont des livres excellents
et je vous les recommande très chaudement. Je vous recommande également le kit pédagogique de Chloé et Mathieu, dont vous trouverez les liens en description. Et dans les autres rapports de Julie à la nature, et c'est pour ça que je trouve ça assez fou, la concordance qu'il y a entre votre rencontre et le fait que ce soit l'invité du jour, avec ses copines. Elle a un groupe de musique avec une chanson qui s'appelle « Les souvenirs de la Terre » qu'ils ont écrite. Et dans « Les souvenirs de la Terre », il y a une phrase qui dit « C'est pour ça que je déteste voir des mégots par terre ». Wow. Voilà. Bah, nous aussi, on déteste voir les mégots par terre. Du coup, ça fait une bonne synchronicité. Merci pour ce super échange. Merci. Bravo Julia. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez raconter ou mentionner aujourd'hui dont on ne vous avait pas parlé ? Ce que je m'étais écrit dans mes petits trucs. Moi, j'ai une question, sinon, c'est une question bête. Mais c'est quoi un marlin ? Parce que Julia, elle avait l'air de savoir, mais moi, je sais pas ce que c'est en fait. Moi non plus, je savais pas ce que c'était en fait. C'est que j'ai publié la vidéo du marlin sur les réseaux et je dis ouais, c'est un espadon incroyable et tout. Et puis il y a vraiment des gens qui m'ont dit mais t'es bête ou quoi, c'est un marlin. Et donc un marlin, c'est une sorte d'espadon. C'est une sorte d'espadon, okay. Ouais, qui là en l'occurrence c'est 3 mètres de long. 1 mètre de pic, enfin je sais pas comment on appelle ça, de rostre. Merci, ça m'est échappé, et qui fait 2 fois le poids de Teddy Riner. Ça peut aller à 80 km/h. Et donc il faut imaginer une espèce de fusée à 300 kilos qui est absolument phénoménale, et c'est très très beau en fait parce que c'est puissant, c'est un peu comme voir un guépard, d'ailleurs on l'appelle le guépard des mers. Donc ouais, c'est absolument fascinant. Maintenant il me hante un peu parce que j'ai eu un épisode on va dire un peu chaud quoi. Il t'a approché du coup ? Il m'a pas accroché, pas attaqué physiquement, mais il m'a intimidé en fait parce qu'il est très territorial le marlin. D'accord. Et dans des surfaces aussi grandes, son territoire est très large. Et donc, il m'a remonté dessus à la verticale en dessous. Il était 10 mètres sous moi, il remonte. Et là, c'est une vision un peu d'horreur, voilà. Mais aussi un signal parce qu'il chassait des thons qui étaient sous le bateau. Et c'était ses thons, c'était son territoire. Et moi, je ne suis qu'une petite tache qui nage à 3 km/h dans l'océan avec une combi, des lunettes et tout, qui doit respirer tout le temps, alors que lui, voilà, il est dans son élément. Donc voilà ce que c'est qu'un marlin. Okay. C'est une espèce absolument fantastique et fascinante par ailleurs. Ah oui, on appelle le guépard des mers. Ouais, exactement. Ok, merci pour la réponse à cette question. Est-ce que Chloé, t'as vu d'autres choses dont tu voulais parler ? Moi, non, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Okay. Si j'ai quand même un truc pour revenir au jeu. Oui, parce qu'on en a pas parlé au final. Parce qu'on va revenir sur Boris Cyrulnik quand même. Et il dit que c'est très important, l'humour. Et je trouve que le jeu, c'est un peu dans la même veine, c'est-à-dire de désamorcer plein de situations et d'arriver à se prendre en dérision. C'est une grande capacité de résilience, entre guillemets. Et je trouve que le jeu, c'est aussi pas se prendre au sérieux. Donc nous, le fait qu'on fasse des Shifumi dans notre quotidien, dès qu'il y a une question, une tension, un truc comme ça, en fait, parfois la meilleure réponse, c'est juste le hasard, le Shifumi ou un jeu où ça vient apporter un peu de ludique. Moi, c'est très important parce que sur des sujets sérieux comme l'effondrement de la biodiversité, en fait, l'approcher comme ça, c'est aussi une façon d'apprendre sans se culpabiliser. Et voilà, je trouve que c'est important de cultiver ça. Et la semaine dernière, j'ai une classe qui m'a posé la question, qui m'a dit c'est quoi la première chose que vous avez fait quand vous avez appris que la barre, elle s'est cassée ? Et je leur ai dit, bizarrement, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a joué à un jeu. Et en fait, je me souviens très bien de ce matin-là. On se réveille tous. C'est bizarre parce que j'entends que Mathieu, il est sur le bateau, il est pas en train de nager, donc je comprends qu'il y a un problème. Ils nous disent, voilà, il y a un gros problème, la barre, elle est cassée. Là, je pense que c'est vraiment un gros problème. Et en fait, on se regarde tous, on dit, avant tout, là, il est 7h du matin, on va prendre un petit déj, jouer un jeu, et on réfléchira dans 2 heures. Génial. Et en fait, on s'est pris ce temps-là juste pour... pour évacuer. On a sorti le jeu de tarot, on a joué quelques parties de tarot, on a pris un petit déj, et à 9h, là, on s'est mis en mode, ok, solution, on va réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire ? Et en fait, je pense que ça nous a fait du bien de juste prendre le temps de jouer pendant 2 heures avant de devoir gérer ce gros problème. Ok, mais j'adore ce conseil et je trouve que c'est un super conseil de gestion de crise en vrai. Si t'as une crise mais que de toute façon t'es pas à 1 heure près, détends-toi, fais un jeu et tu reviens sur le problème après. Exactement. Génial. Exactement. Merci pour ce partage additionnel, trop chouette.
Ma dernière question, c'est toujours la même. C'est ce qu'on appelle le passage de relais. Il y a des gens que vous aviez envie d'entendre dans ce podcast ou des concepts dont vous avez envie de parler en termes de symbiose. C'est quoi les binômes ou les collectifs que vous avez envie de citer pour terminer ? Je pense que Chloé a un bon exemple en tête auquel j'adhère, mais moi, c'est plus d'aller échanger avec des personnes très âgées, des couples très âgés, parce que je trouve que c'est des puits de connaissances et souvent on prend un peu pour acquis tout ce qu'ils ont traversé. Et moi, ça me fait redescendre quand on voit parfois ils sont disputés pendant des années, où il y a eu des dépressions et en fait le couple a tenu. C'est pour moi une vraie source qui est sous, entre guillemets, exploitée ou sous-documentée de connaissances. Donc même si c'est des époques différentes, moi j'ai beaucoup d'inspiration là-dedans. Et après, je sais qu'il y a un couple qui nous inspire pas mal. Il y a un couple qui nous inspire beaucoup avec Mathieu et c'est même un des couples qu'on a interviewé avant notre mariage. En fait, pendant notre préparation de mariage avec Mathieu, comme on a fait une préparation laïque, on a décidé d'interviewer des couples dans chaque religion différente pour vraiment comprendre à quoi ressemble un couple et un mariage dans chaque religion. Et donc, notre couple religion chrétienne, c'est un couple qui nous inspire pour plein d'autres raisons. Ils sont tous les deux fondateur de Change Now, qui est un grand événement à Paris qui rassemble des milliers de solutions autour de l'environnement. Et donc, c'est Rose et Santi. Et on les avait interviewés, donc il y a même maintenant plus de 3 ans, sur leur couple avant tout. Et après, bien sûr, ils sont aussi entrepreneurs ensemble. Et c'est encore aujourd'hui, je pense, c'est un des premiers couples qu'on a vu en rentrant. Et c'est vraiment encore aujourd'hui, pour moi, un des couples qui m'inspire tous les jours. Par leur binôme, en fait. Leur binôme de couple, leur binôme de travail. Et après aussi, avec tout ce qu'ils ont réussi à faire, tout ce qu'ils ont réussi à construire. Mais c'est vraiment des gens qui nous inspirent beaucoup. C'est chouette, je connaissais Change Now, mais je savais pas que c'était un couple derrière. Donc je le garde en tête et puis avec un peu d'audace que je vais emprunter à Mathieu, je vais les contacter pour voir si on peut les interviewer. Moi j'ai bien aimé aussi ta suggestion, Mathieu, c'est la 2e fois qu'on me suggère d'interviewer un couple. C'est Luciole, tout début de la saison 2, qui m'a dit j'aimerais un couple de grand-mère, de grand-père, un vieux couple. Je suis sûre que ces gens-là auraient des tonnes de choses à dire et donc c'est la 2e fois que j'entends. De vieux copains. Ouais, aussi, c'est vrai. Et du coup, je passe un appel à ce micro. Si vous connaissez des personnes âgées qui sont dans une relation qui dure depuis, je sais pas, 40, 50 ans, on veut vous entendre au micro, on veut savoir comment ça se passe et ce que vous avez vécu. Merci infiniment pour cette rencontre. J'ai trouvé ça génial de vous rencontrer et puis d'avoir la chance aussi de vous faire échanger avec Julia et qu'elle puisse échanger avec vous. J'ai trouvé ça trop chouette. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. Et puis je vous souhaite de continuer à kiffer dans tous les projets que vous allez mener. Je suis sûre que vous avez encore de l'énergie et de l'envie pour les 20-30 prochaines années. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte aussi de voir ce que ça va donner sur les programmes scolaires, entre autres. Et voilà, donc je vous souhaite juste tout le meilleur pour la suite et que des bonnes choses. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, c'est la fin de cet épisode avec Chloé et Mathieu. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous rappelle que Symbiose est un podcast autoproduit et gratuit et que vous pouvez le soutenir soit en vous abonnant, soit en laissant des commentaires ou en mettant des étoiles sur votre application de podcast, soit même en le partageant autour de vous à d'autres personnes, voire le mécénant avec le lien qui se trouve en description. Merci à Stella Jang pour la musique, à Héloïse Dorisroux pour le logo et à Elodie Bonnat pour le montage. Et merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici. De mon côté, j'ai pas mal de boulot pour le mois de juin, car il est possible que je vous sorte plusieurs épisodes au lieu d'un. Alors, je vous laisse et j'y vais. À très vite. J'ai perdu le fil de mon interview parce que j'étais embarquée dans le truc, ça m'arrive très souvent. Mathieu, tu veux lire les questions? Je là. Il y a 2 styles, il y a toujours 2 styles. Il y a le style j'arrive avec un ordinateur où j'ai écrit la réponse à toutes les questions. Il y a le style t'as envoyé des questions. Et il y a tout ce qu'il y a au milieu.